Eh bien, mes amis, nous allons commencer, si vous voulez bien, cet atelier sur le territoire connecté, attractivité, cybersolidarité, durabilité. Alors, vous allez dire pourquoi parle-t-on de territoire alors que Internet est sans frontières? Bon, Internet est sans frontières, c'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est également faux parce qu'on sait qu'on peut couper les frontières terrestres par rapport à Internet. Finalement, les territoires demeurent pertinents parce qu'il reste des espaces de souveraineté malgré tout. Et puis, les territoires sont pertinents parce que si les menaces sur l'espace numérique sont dans le nuage, viennent de n'importe où, l'impact, il est sur notre territoire. L'impact, il est là où l'entreprise est visée, là où les personnes font l'objet de phishing, de smashing et d'autres. Donc, en fait, on voit bien que, quelque part, le territoire demeure totalement pertinent quand on aborde l'espace numérique. C'est la raison pour laquelle, en même temps que le forum a voulu s'étendre de l'Est à l'Ouest, en sorte que le soleil ne se couche jamais sur le forum InCyber, nous avons des séquences à Tokyo, à Montréal maintenant, à Ottawa, puis bien sûr à Lille. Nous avons voulu descendre dans la profondeur. Descendre dans la profondeur, c'est la raison pour laquelle on a créé l'an dernier le Forum InCyber des territoires au Creusot, et que nous allons encore en faire d'autres. Pourquoi? Parce que nous avons le sentiment qu'il faut s'enraciner pour pouvoir développer un espace numérique mature, protecteur de l'humain, protecteur des activités humaines. Alors, vous voyez que quand on parle de territoire connecté, attractivité, alors vous me pardonnerez, j'ai fait une petite inversion dans le titre, attractivité, durabilité, cybersécurité, cybersolidarité. Attractivité, on va en parler avec nos amis, et c'est finalement, pour pouvoir être attractif, un territoire doit être connecté. Si vous n'avez pas l'accès au très haut débit, c'est pas la peine. Si vos données, vous n'avez pas du stockage de proximité, si vous n'avez pas un certain nombre de réponses à vos questions liées à l'infrastructure, c'est pas la peine. Vous ne serez jamais attractif. Donc ça, c'est une des premières conditions. Deuxième condition, c'est que tout ça, ça doit s'inscrire dans un schéma durable. On parle beaucoup de data centers, de programmes data centers d'ici 2030, la construction de 35 data centers en France, d'hyperscalers, de grands... Oui, très bien. Mais est-ce qu'en même temps, on n'est pas en train de détruire le programme qu'on a lancé de réduction des émissions de CO2? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de tension hydrique, de tension électrique qui sont tout à fait, comment dirais-je, importantes et qu'on ne peut pas élucider? On ne peut pas dire je me lance dans un territoire hyper connecté si on ne prend pas en compte cette question de durabilité. Et puis la troisième partie, c'est que sur un territoire, il y a des entreprises, il y a des individus, il y a des collectivités territoriales, et qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que chacun reste tout seul ou est-ce qu'on essaye de construire ensemble un espace numérique cybersécurisé. C'est un petit peu ce que j'avais fait au Creusot et ce que d'autres font. C'est pour ça que je suis très heureux de recevoir la métropole de Nantes. Ce que d'autres ont fait, c'est de dire, bon, allez, tous ensemble, on sera meilleur que seuls. Ensemble, on va peut-être s'en sortir, seul, on est perdu. Voilà. Donc, vous avez à peu près les trois grandes idées de cet atelier de cet après-midi. Je vais me demander à la régie de... Voilà. Et vous demander de vous présenter les uns après les autres. On va partir de M. Renondino, pardon. Simplement... Sachez la chose suivante, c'est que, bien sûr, chacun va intervenir dans son domaine de compétences. Mais déjà, sur la table, comme ce matin au philosophique qui a eu lieu, vous pouvez, vous, réagir à ce que disent les autres. Donc, on n'est pas dans un tuyau d'orgue où il n'y a que chaque tuyau a sa propre... Voilà. Et vous pouvez, vous, à un moment donné, dire, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais prendre la parole ? Donc, vous voyez, c'est très interactif et on va commencer comme ça. Monsieur Renondino, cher ami, à vous la parole. Merci. Donc, Patrice Renondino, je suis directeur cybersécurité à Nantes Métropole.
Louis Blanchot, je suis le CEO d'Etix. Etix, on a un opérateur de data center et on a la particularité d'être le leader sur le marché de la proximité avec 13 data centers en France sur 6 régions. Séverine Balin, je suis chargée de filière écosystème à la métropole européenne de Lille. Céline Colucci, je suis déléguée générale de l'association Les Interconnectés qui a été fondée par Intercommunalité de France et France Urbaine. Donc on représente des collectivités de toute taille sur l'ensemble du territoire. Le général Christophe Husson et je commande la région de Jean-Marie de Bourgogne-Franche-Comté. Farida Poulain, directrice générale du campus cyber national qui est décliné en régions puisque 7 régions sont labellisées et comptent des campus cyber territoriaux. J'en parle tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous, Simon Kareskine, directeur régional de l'ADEME, l'opérateur de l'État en charge de la transition écologique. Eh bien, merci beaucoup. Alors, écoutez, nous allons commencer avec vous, Madame Colucci, si vous le voulez bien. Si on veut développer un territoire, il faut qu'on ait de la sortie, il faut qu'on ait la possibilité de communiquer. On dit, on va développer le territoire, on va installer des start-up, des entreprises, réindustrialiser. Où en est-on aujourd'hui dans cette connectivité? Est-ce qu'on est dans un pays, la France, avancé en matière de connectivité? Est-ce qu'aujourd'hui, cette connectivité est un enjeu fondamental? Merci de me donner la parole. Effectivement, ces enjeux de connectivité, d'infrastructure sont d'une certaine manière premières dans la question de l'aménagement du territoire quand on veut faire du numérique, quand on veut faire de l'innovation. On a trop souvent l'impression que le numérique est immatériel. Au contraire, il repose sur énormément de matériel et de réseaux et c'est extrêmement critique pour que ça puisse fonctionner. Donc, on a la chance en France, effectivement, d'avoir bénéficié d'un plan de déploiement du très haut débit qui a été piloté par l'État pendant de nombreuses années et qui, on peut le dire, est une véritable réussite dans la capacité à déployer un plan de cette ampleur-là, avec la participation des parties prenantes qui ont été aussi les collectivités, qui ont été aussi les opérateurs privés. On peut considérer que c'est une réussite et il y a un suivi encore aujourd'hui de ces aspects-là. Par contre, le point peut-être qui est important à souligner aujourd'hui, c'est d'aller au bout du programme. Parce que les derniers kilomètres, on le sait, sont souvent les plus difficiles et les plus coûteux. Donc là, on est dans une phase qui reste quand même un petit peu critique et sur laquelle il faut que l'ensemble des acteurs restent mobilisés, alors même que les budgets ont tendance à fondre comme neige au soleil aussi sur ce sujet-là. Donc on a quand même une préoccupation forte sur les territoires aujourd'hui qui est d'aller au bout de la complétude du réseau fibre. On a aussi en parallèle le décommissionnement du cuivre, vous le savez, qui va arriver de plus en plus rapidement. Les premières expérimentations ont eu lieu. Nos collectivités ont été très sensibles au fait qu'on évite de faire du décommissionnement massif avant les élections municipales, et c'était important aussi, et qu'on puisse capitaliser aussi sur les premières expériences pour le faire bien. Mais ça arrive et ça va arriver vite. On sait aussi qu'il y a la même problématique aujourd'hui sur l'extinction de la 2G et la 3G. Là, on a aussi des questions côté sécurité. Il va falloir regarder ça de près parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des systèmes d'alerte qui sont basés sur ces technologies-là. On a un peu oublié que c'était là-dessus. Et si on ne fait pas attention, on peut se retrouver peut-être avec des systèmes résilients d'une certaine époque qui vont se retrouver coupés du jour au lendemain. Donc là, il y a vraiment des zones quand même sur lesquelles il est important de marquer ça. Ceci dit, on a quand même une infrastructure intéressante sur la partie réseau très haut débit, je l'ai dit. Il y a aussi beaucoup de territoires qui sont très investis sur le sujet depuis longtemps et qui le sont pas seulement sur la partie développement de la connectivité pour tout le monde et pour les entreprises, mais aussi sur des applications d'innovation spécifiques. Et historiquement, il y a eu beaucoup de choses sur des réseaux spécifiques pour la ville intelligente, notamment des réseaux d'objets intelligents connectés, donc pour pouvoir avoir le juste débit, puisqu'on a quand même aussi cette préoccupation, l'ADEME y reviendra tout à l'heure, de respecter une proportionnalité entre le réseau utilisé et son usage, donc faire en sorte que l'IoT ne soit pas trop gourmande et qu'on puisse être sur des protocoles plus légers. Des réseaux LoRa, par exemple, ont été développés dans pas mal de territoires. Et puis, on a également
eu le développement évidemment des réseaux mobiles. On voit, et ça c'est un point qui est intéressant, on pense que va bientôt arriver la suite. La 5G, la 6G vont renaître un petit peu après un temps de stabilisation. On voit arriver, nous on fait tous les ans un label territoire innovant qui permet d'identifier les bonnes pratiques dans les territoires et les partager. Et dans la promotion de cette année, on a eu 2 candidatures de territoires qui développaient de la 5G privée pour des usages spécifiques. Et ça aussi c'est intéressant comme signal. D'un côté, ça pouvait être pour avoir plus de latitude pour aménager leur réseau de caméras, par exemple, sur une ville. Sur un autre territoire, c'est en montagne, en Haute-Maurienne, c'est beaucoup plus ambitieux parce que ça permet de desservir beaucoup d'usages, à la fois sur les pistes de ski, mais à la fois pour faire des centres d'alerte sur le territoire. Enfin, voilà, tout un déploiement spécifique. Donc on voit que cette partie-là arrive. Et puis on nous avait dit qu'un jour, la 6G ferait des choses extrêmement pointues, extrêmement puissantes. On sent que ça, à un moment donné, ça va revenir sur le tapis. Et là, il y a un point important qui est le fait de pouvoir associer les collectivités, associer les acteurs. Là où la collectivité est importante, c'est qu'elle est l'interface entre les différents acteurs, l'État, les acteurs économiques, la population. Et je pense que dans cet aménagement, ça marche bien. Le plan France Très Haut Débit a aussi bien marché pour ça. Et dans la suite des infrastructures, il est important qu'on garde cet état d'esprit-là. Aujourd'hui, quand la 5G est arrivée en premier lieu, vous vous souvenez peut-être, sur certains territoires, il y a eu des levées de boucliers de la population. Et ça a mené à des concertations citoyennes et il y a eu possibilité d'avancer. On aimerait que dans les nouvelles phases, les data centers en font peut-être un petit peu partie déjà, mais dans les nouvelles implantations structurantes, avec un vrai impact, que la concertation puisse être bien pensée à l'avance. Parce qu'effectivement, on sait que quand elle est bien choisie, qu'elle vient desservir un plan d'aménagement économique, un plan d'aménagement urbain, et qu'elle est acceptée par la population, les choses se déroulent de manière beaucoup plus efficace que quand les opérateurs travaillent chacun dans leur coin. Donc ça, c'est aussi un point important. Et c'est d'autant plus important, je le disais rapidement, qu'effectivement, avec des nouveaux usages comme l'intelligence artificielle, par exemple, on a là une pression nouvelle sur ces questions d'infrastructure. Des gros data centers s'implantent aujourd'hui sur le territoire. Ce qui est compliqué pour un territoire, c'est que l'objet data center, et on sait qu'il y a un projet, mais on ne sait pas quel projet c'est. Est-ce que c'est un projet qui va vraiment être un projet régional où on va pouvoir, les acteurs du territoire vont s'en servir? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est plutôt un projet industriel porté par un acteur externe qui aura peut-être beaucoup moins d'impact sur les acteurs locaux? Ça reste quelque chose d'assez mystérieux quand un projet se positionne. Donc, on ne décide pas vraiment avec les cartes en main. Et puis, on sait qu'il y a un impact potentiel sur la consommation en eau, en énergie. Je n'irai pas plus loin parce que l'ADEME le racontera beaucoup mieux que moi. Mais c'est important de l'intégrer là aussi dans la ressource, dans la capacité à faire. Donc, juste quelques mots là-dessus pour dire effectivement c'est important, l'infrastructure reste centrale, la question de la cybersécurité aussi est très importante puisque quand on connecte les villes, quand on connecte toute une série d'infrastructures critiques, il faut aussi que le réseau, il faut que les solutions soient extrêmement solides pour ne pas nous mettre en difficulté majeure. Et dernier mot peut-être pour la concertation qui nous paraît vraiment indispensable pour que ça fonctionne au mieux. Mais je vais passer la parole à ma voisine pour qu'on l'illustre par un cas d'exemple. Très bien, merci beaucoup. Mais je veux vous relever quelques points très importants dans ce que vous avez dit. D'abord, vous avez montré combien... Finalement, la connectivité en France avait fait des progrès absolument considérables. C'est le plan de 2017-2022 qui a été un peu retardé avec la période Covid. Mais si vous allez sur le site de l'ARCEP, vous allez rechercher la carte de France de la connectivité. Et en 2017, elle est blanche avec des petits points bleus. Aujourd'hui, elle est bleue avec des petits points blancs. Donc, ça vous montre que la France est aujourd'hui très en avance, y compris au sein de l'Europe. C'est ça. Souvent, on fait du fan machine, on dit les Français, on n'est pas bons. Là, on a été particulièrement bons. Deuxième chose qui est très intéressante que vous avez évoquée,
c'est finalement le glissement. On va vers la 5G, on y est, la 6G, mais en même temps, ça abandonne la 2 et la 3G, avec les problèmes qu'on peut imaginer sur le cuivre, ainsi de suite. La 5G, on nous disait déjà, c'est 1 million d'objets connectés au kilomètre carré en potentiel. La 6G, on nous dit, c'est 10 millions d'objets connectés. Ça veut dire que si demain, on vous parle de la voiture autonome, si on vous parle des villes, et pardonnez-moi, j'aime bien aussi parler des campagnes, des espaces plutôt intelligents, parce que je n'oppose pas les campagnards et les ruraux que je suis en Bourgogne et les villageois, les urbains. Mais si on veut justement qu'il y ait une égalité sur les territoires, il faut qu'on puisse offrir partout les mêmes capacités, et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas déployer des objets connectés utiles sur les territoires ruraux, comme on le fait sur les villes intelligentes, et Dieu sait si par exemple Dijon est un des prototypes de ville intelligente. Ça pour moi c'est vraiment un élément très important. Et l'autre, et vous l'avez abordé, on en parlera avec nos amis sur le data center, c'est souvent dit, bon on va implanter des data centers. C'est combien d'emplois? C'est quoi en termes d'impact territorial? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est vraiment une des questions qui peut se poser aujourd'hui. Alors, la Silicon Valley, par rapport à la métropole européenne de Lille, et merci à la régie de nous passer la carte. Voilà. La Silicon Valley fait piètre figure par rapport à la métropole européenne de Lille. Donc, je dis ça, c'est un... Mais c'est pas pour me moquer de la métropole européenne de Lille, c'est pour rappeler quand même que la Silicon Valley, on en parle depuis 1971, hein, le terme a été inventé en 71, mais on va retrouver, si vous voulez, le début de la Silicon Valley au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec les radars, avec les problèmes des Japonais qui n'étaient pas très loin. Et qu'est-ce qu'il y a sur la Silicon Valley? Les universités, Stanford, Santa Barbara, UCLA, Université de Los Angeles. Des centres de recherche, donc capacité de compétences, centres de recherche, des startups et surtout des entreprises qui ont bénéficié de la commande publique. Et tout ça, c'est monté en mayonnaise et c'est arrivé au stade de la Silicon Valley, à peu près une centaine de kilomètres d'étalement, si je puis dire. Et ça montre qu'à un moment donné, une vision territoriale. Et cette vision territoriale, je suis sûr que c'est celle de la métropole européenne de Lille. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ça. Donc, voilà. Donc là, on va vous donner le mode d'emploi pour faire une Silicon Valley dans vos territoires. Mais effectivement, la métropole de Lille a fait ce choix stratégique de structurer un écosystème en fait numérique complet. Ne pas faire que des écoles d'un côté, que des entreprises de l'autre, mais vraiment avoir ce maillage complet pour permettre aux entreprises de se développer, aux talents de s'implanter et en fait, même aux entreprises externes de venir sur le territoire. Donc en fait, je vais peut-être reprendre la métaphore qui a été prise pendant le sommet d'ouverture du forum. C'était une métaphore selon laquelle les entreprises étaient en fait des petites plantes qui poussaient et qui grandissaient. Alors comment faire pour qu'une petite plante grandisse sur la métropole européenne de Lille dans le domaine du numérique et de la cyber? Ce qu'il vous faut au départ, c'est un terreau. Le terreau, c'est Euratechnologie, le campus cyber. Dès 2009, la métropole européenne de Lille a investi des anciennes friches industrielles pour se dire on part sur l'innovation numérique, on fait ce choix stratégique-là d'investir là-dedans. Euratechnologie se crée, c'est une concession de service public menée par la métropole européenne de Lille. Et quelques années plus tard, en 2022, je vous fais déjà un saut dans le temps, on a le campus cyber. Premier campus cyber labellisé en région d'ailleurs. Voilà, donc avec 10% des startups cyber qui viennent de ce campus. Donc c'est vraiment le premier incubateur de startups de la cybersécurité sur le territoire français. Donc là vraiment cette labellisation avec une importance sur le territoire, importance que je vous montrerai, que je décrirai un peu plus par rapport à cette carte. Donc vous avez votre terreau, Euratechnologie, le campus cyber HDF Lille Métropole. Votre graine a commencé à pousser, maintenant il va falloir fertiliser tout ça. Comment on fertilise? Avec des talents. La formation, justement, vous en avez parlé, c'est un des points capitaux de Lille Métropole. C'est l'idée qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir d'entreprise si vous n'avez pas déjà les talents sur la région. Donc l'idée, ça a été de faire des partenariats avec l'Université de Lille, avec l'Institut catholique de Lille. On a une centaine de formations en numérique et une quarantaine de formations spécialisées. On a des écoles spécialisées comme Epitech, Innov,
l'IMT, l'ISEG, Centrale, et on a aussi le Centre national de formation de la gendarmerie en cybersécurité, donc rattaché au ComCyberMi, donc qui est à Lille. Et ça, c'est une grande fierté de la métropole de Lille d'avoir dans le même bâtiment le campus cyber Hauts-de-France, Lille Métropole et l'école ComCyberMi. Donc là, vous avez votre graine. Elle a poussé, il y avait le terreau, elle a fertilisé, vous avez réussi à former des talents. Maintenant, votre plante, elle est un petit peu comme ça, il faudrait la tutorer, la structurer. Et là, c'est là, en fait, où on a toutes les acteurs qui ne sont pas ni Euratech, ni publics, etc. Mais c'est des acteurs qui vont permettre aux entreprises de s'organiser. On a le CLUSIR, donc l'association des entreprises cyber sur la région. On va avoir l'ANSSI, qui fait toute cette stratégie cybersécurité sur le territoire. On va avoir le CITC qui permet ce développement de l'innovation technologique et on va avoir le CCERT pour la réponse à incidents des entreprises et des collectivités. Donc tout ce petit monde permet en fait de grandir. Vous avez votre terreau, votre entreprise a grandi, vous avez trouvé les talents et maintenant en fait vous êtes passé au niveau où vous voulez aller au-delà. Et là, c'est là où, en fait, quand vous voulez faire grandir encore plus votre belle plante, on a l'agence d'attractivité Hello Lille, auquel, par exemple, Ethics, on travaille beaucoup avec vous sur le développement, l'importation de nouvelles entreprises sur notre territoire. Et voilà, soit vous naissez à Lille, type, sur la métropole de Lille, comme par exemple des grands champions qui sont nés ici, OVH, Advance, Hornet Security, soit vous venez vous implanter comme Ethics et en fait, on vous accompagne. Et tout ça, ça permet d'avoir ce maillage territorial. Un seul acteur ne peut pas développer un maillage territorial. Le but d'avoir un territoire qui soit attractif, c'est que tout le monde travaille ensemble. Et avec aussi la participation en tant que la métropole de Lille comme administration publique, la participation avec les interconnectés auxquels on participe à pas mal de groupes de travail. Et ça permet aussi d'avoir le côté développement économique et emploi et le côté administration publique. Merci beaucoup pour cette présentation que je trouvais très intéressante. Et je vais vous rappeler quand même l'histoire, mais en 2007, j'ai créé le forum InCyber, ici à Lille. Je rencontre Pierre de Saint-Ignon. Pierre de Saint-Ignon, qui était vice-président de la région, et qui me dit, j'ai une friche industrielle, je vais y créer Euratechnologie, une pépinière de... Et c'est comme ça, il m'a dit, on va coupler le forum avec la région est devenue partenaire, et on va lancer une dynamique. Et je me souviens d'Euratechnologie, quand c'était friche, c'était presque désespérant, parce que c'était vraiment la dégringolade de l'industrie textile, enfin bref, bon. Quand on voit ce que c'est aujourd'hui, on voit, si vous voulez, que la mayonnaise a monté. La mayonnaise, il faut un jaune d'œuf, vous pouvez prendre note, hein, mayonnaise, un jaune d'œuf, de l'huile, du sel, hein, il faut un fouet. Alors le fouet, attention, quand je dis ça, c'est pas pour fouetter, mais un fouet pour faire émulser. Et en fait, la réalité, quand on voit la MEL aujourd'hui, par rapport à cette histoire avec le Pierre de Saint-Ignon, c'est qu'il y a eu une volonté politique qui a rencontré une volonté des acteurs économiques, qui a rencontré une volonté des acteurs administratif, public, régalien. Et c'est ça, à mon avis, la véritable, comment dirais-je, équation. Il y a quand même un sujet qui est intéressant, je vais passer la parole à Farida. Ce matin, j'avais sur cette même table Guy-Philippe Goldstein. Guy-Philippe Goldstein est un garçon qui pense toujours avec 15 minutes d'avance, quand je dis minutes, 15 ans d'avance. Et il avait écrit un bouquin, et son bouquin a été lu pendant une nuit, un soir, par un premier ministre israélien. Et dans le bouquin, c'était en 2011, il évoquait justement la nécessité de coopération publique-privée sur un territoire développé. Le surlendemain, le premier ministre israélien a rassemblé son gouvernement. Il a dit, vous voyez, le désert du Negev, on va créer Beersheva. On va créer une ville où on aura les entreprises, les universités, les armées, la police, les renseignements, tout le monde. D'ailleurs, Beersheva a été visé par des missiles iraniens. Et ça, c'est vraiment un modèle.
Et notre président de la République, qui a fait un voyage en Israël il y a maintenant 5 ans, je ne sais plus combien, a visité Beersheva. Et en retour, il a dit, bon sang, mais c'est bien sûr, comme le commissaire Bourrel dans les 5 dernières minutes, on va faire un grand campus en France, d'où la création du campus. Donc vous voyez, tout ça, ça part d'une réflexion d'un gars qui était là ce matin et de fil en aiguille, parce que l'idée est bonne, on aboutit à un projet et le campus. Alors, on aurait dû commencer par le campus national avant de parler, mais j'ai trouvé bien que maintenant Farida nous dise comment cette mécanique, cette dynamique du campus, finalement, est là pour alimenter. J'ai rencontré tout à l'heure mon ami Steyer pour le campus de Nouvelle-Aquitaine. Bon, on sent bien qu'il y a quelque chose, une mayonnaise qui monte. Voilà. Merci Farida. Merci beaucoup. Alors donc justement, je représente en effet le campus cyber national, mais aujourd'hui je représente aussi les campus cyber territoriaux, c'est important de le dire. Mais avant cela, avant d'évoquer les campus cyber comme catalyseurs territoriaux, je voulais quand même rappeler qu'un territoire, hein, vous le savez mieux que moi, c'est un tissu industriel, des collectivités, PME, des écoles, des centres de recherche, des entreprises innovantes, des forces de sécurité, des infrastructures critiques également. Et la cybersécurité n'y est plus un sujet technique isolé. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Elle devient un facteur d'attractivité économique, de réindustrialisation et de confiance collective. Et donc, le campus cyber, qui est dans une logique nationale, s'appuie sur les territoires. Donc d'ailleurs, le campus cyber national se dote pour la première fois d'une feuille de route très claire associée à des indicateurs de performance sur le triennal du nouveau président Geoffroy Célestin Urbain, articulée autour de 2 priorités, accélérer l'innovation et massifier la massification de la cyber-résilience. Et donc, cette feuille de route a été déclinée avec les campus cyber territoriaux. Avec le président, il était important pour nous, et c'était aussi une demande des régions, d'avoir cette feuille de route commune. Alors évidemment, chaque campus cyber territoriaux, je vais vous dire où ils sont implantés tout à l'heure, chaque campus territorial a ses spécificités, donc c'est important qu'il les conserve, mais on avait vraiment à cœur de mener ensemble, parler d'un seul corps, d'une seule voix, en termes de campus cyber. Donc, l'objectif n'est pas de dupliquer Paris en région, hein, j'insiste bien là-dessus. L'objectif est de faire ruisseler les initiatives nationales, mutualiser les outils et surtout connecter les écosystèmes. Donc je pense que c'est un signal fort. Nous assumons une logique de réseau, nous misons sur le collectif, nous voulons simplifier l'accès aux ressources cyber partout en France. Et nous avons d'ailleurs annoncé cette feuille de route commune hier dans le cadre d'une table ronde au forum InCyber. Et donc les élus régionaux étaient présents, se sont déplacés. On a même fait une belle photo de famille avec Madame la ministre Anne Le Henenf. Donc tout à l'heure, vous évoquiez le dernier kilomètre aussi. Donc le campus national et les campus cyber territoriaux avancent désormais dans une logique de dernier kilomètre de la cyber parcourue ensemble. Donc les actions menées par le campus cyber ne concurrencera jamais ce qui existe, donc j'insiste dessus. Notre job, c'est d'orchestrer, de relier ce qui existe. Nous devons être un facilitateur, un orchestrateur pour les acteurs en place, à Paris ou en région. Et nous souhaitons également proposer des nouveaux services qui viendront compléter l'existant. Et donc ces nouveaux dispositifs, nous souhaiterions également les faire ruisseler en région. Donc l'action commune numéro 1, donc je vais vous les dévoiler si vous n'avez pas assisté à la table ronde hier. Donc la massification de la cyber-résilience auprès des TPE-PME dans le cadre de Nice 2. Donc premier défi stratégique partagé, réussir le tournant de la massification de la cyber-résilience, puisque Nice 2 va concerner des milliers d'entités, je pense que vous le savez mieux que moi. Mais au-delà du périmètre réglementé, ce sont des dizaines de milliers aussi d'acteurs territoriaux qui doivent monter en maturité. Et nous, on pense que si on veut avoir un impact, c'est en accompagner des milliers, des dizaines de milliers. Voilà, donc nous menons ensemble, tous ensemble, en région et à Paris, un premier chantier, cartographier l'intégralité des assujettis Nice 2 sur les territoires, pour objectiver les besoins et cibler l'effort. Donc les enjeux et les objectifs, donc éviter une cybersécurité à 2 vitesses, simplifier l'accès aux dispositifs pour les dirigeants de PME, parce que c'est quand même facile de dire à un dirigeant de PME, mets-toi en conformité. Pour moi, dans une vie d'avant, dans du M&A, j'avais cette clientèle, et un dirigeant de PME, il est DSI, il est directeur financier, il est dirigeant, il est multifonction, il est père ou mère de famille. Donc l'idée, c'est vraiment de les aider dans un parcours très simplifié. Voilà. Et la résilience des territoires ne peut plus être fragmentée. Donc ça, c'est vraiment la première action qu'on mène. Donc la région Bretagne, qui a déjà mené via le campus cette initiative et qui l'ont très bien fait. On est vraiment dans un échange. Donc Tiffaine Leduc a mené un workshop où elle a expliqué toute la méthodologie, puisqu'on ne va pas réinventer la roue, pour que chaque région labellisée puisse à son tour prendre le point et le dupliquer dans sa région.
L'action numéro 2, donc l'innovation, c'est constituer une forge à entreprises technologiques innovantes d'ampleur nationale. Donc l'objectif n'est pas de créer une offre supplémentaire. L'objectif pour nous, c'est quel que soit l'entrepreneur en cybersécurité, quel que soit son stade de maturité, puisse trouver un point d'appui dans les campus cyber territoriaux. Je le dis, l'innovation n'est pas qu'à Paris, elle est en région. Donc il est important qu'on puisse avoir ces parcours d'entrepreneurs au sein des régions. Il s'agit donc de relier les dispositifs existants d'une part, orchestrer les parcours entrepreneuriaux existants et combler les angles morts à travers des nouveaux services marchands en l'occurrence. Et puis surtout, l'objectif de cette forge, c'est de construire un parcours cohérent de l'antécréation jusqu'à la consolidation du secteur. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la France regorge d'innovation, regorge d'ingénieurs, mais que le passage à l'échelle et la consolidation du secteur reste un défi majeur. Donc cette forge nationale doit permettre l'émergence de champions français et européens dans la cybersécurité, une meilleure coordination territoriale évidemment, et une réponse structurée à l'agenda de souveraineté numérique. Je pense qu'on en a suffisamment parlé pendant ces différentes tables rondes. Et donc, je pense qu'il faut vraiment voir les campus cyber comme un relais opérationnel de cette dynamique. Le rôle structurant du maillage territorial est fondamental. Donc, à date, il y a 8 régions labellisées. Donc, évidemment, la région Île-de-France, parce que j'insiste beaucoup, on a aussi cette casquette de campus cyber régional. Donc, on a les mêmes réflexions que les régions. Donc, on a Bretagne Cyber Alliance, Grand Est, Campus Cyber Hauts-de-France, Lille Métropole, Campus Cyber National, région Île-de-France, bien sûr, Normandie Numérique, le campus régional Nouvelle-Aquitaine, vous l'évoquiez à l'instant, Cyberrock, donc à Toulouse, et le campus Région Sud. Ce maillage n'est pas symbolique, il est activé, opérationnel, il permet d'ancrer la stratégie nationale, on l'a évoqué hier, la stratégie nationale cyber, et d'ailleurs Madame la Ministre a choisi un campus cyber territorial, en l'occurrence Nouvelle-Aquitaine, pour l'annoncer, de connecter les différents acteurs, que ce soit PME, start-up, grands groupes, chercheurs et collectivités, et d'organiser aussi la collaboration publique-privée au plus près du terrain. Donc évidemment, la cybersécurité ne peut plus être uniquement un sujet national, elle doit être territoriale, coordonnée et collective. Donc le message clé que je souhaitais faire passer, et merci pour cette prise de parole, la transformation numérique des territoires ne se réussira pas acteur par acteur, ma conviction. Elle suppose une connectivité robuste, en effet, un écosystème structuré et une cybersolidarité active. Donc oui, les campus cyber sont des catalyseurs territoriaux. Ils organisent, ils facilitent et ils connectent. Et c'est cette articulation, réseau national fort plus ancrage territorial solide qui permettra de changer d'échelle, me semble-t-il. Merci, c'est très complet. Il y a à deux reprises, Céline Nicolucci et vous-même, vous avez parlé du dernier mètre. Ça peut être aussi la mêle. Mais le dernier mètre, c'est vrai pour la connectivité, parce que on voit bien que les collectivités territoriales ont souvent contribué à des schémas territoriaux pour permettre à la ferme où il y avait une personne un peu isolée d'être raccordée à la fibre. Alors que c'est facile pour un opérateur, et je ne les critique pas, de fibrer Paris, il y a un marché, tout va bien. Fibrer une ferme dans la Creuse, c'est autre chose. Donc c'est là où on voit qu'on a vraiment besoin d'aller jusqu'au dernier citoyen, parce que le numérique doit être un des vecteurs de l'égalité des citoyens. Ils sont égaux devant l'impôt, ils doivent être égaux devant les services publics. Ça, c'est un point très important. Et le dernier mètre, ça me fait penser aussi au fait que tous les discours qu'on tient vis-à-vis des entreprises, notamment, qui est un discours aujourd'hui très centré sur Nice 2, par exemple. Bon, oui, mais c'est quoi? C'est les entreprises essentielles et les entreprises importantes. Mais toutes les autres, qui leur parlent, vous voyez? Parmi les autres, vous pouvez avoir des start-up, des petites entreprises qui ont besoin d'être connectées, d'être reliées à une sorte de plateforme. Et ça, je crois que cette plateformisation au travers des campus est quelque chose de tout à fait intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, finalement, avec des appellations différentes, il y a peut-être des sensibilités différentes selon les campus. Non, c'est pas un petit peu votre sentiment? Voilà, c'est d'avoir quand même une doctrine unitaire. Voilà. Non, parce qu'on peut avoir des campus plus tournés vers la mer quand on est. Voilà. On voit bien que le campus Euromède, basé à Marseille, a des
sur le maritime. Le Grand Est va avoir des sujets transfrontaliers avec l'Allemagne. Voilà. C'est important que chacun garde ses spécificités, je pense. Mais il est important aussi d'aller dans le même sens sur 2 actions communes qu'on a souhaité mener ensemble, à savoir massification, cyber-résilience et innovation. Voilà, c'est l'unité dans la diversité. Est-ce que, voilà, vous pouvez prendre la parole à tout moment, hein, et ceux qui n'ont pas encore parlé, vous pouvez agir. Hein, c'est l'intérêt de cette table ronde. Hein. Je me permets une toute petite incise, que je profite de la présence des campus cyber. Les collectivités aussi sont soumises à Nice 2 et on a défendu aux interconnectés le fait que même les petites collectivités devaient embarquer dans le bateau. Et donc, je voudrais vraiment... on insiste beaucoup dans nos dialogues avec l'État, avec l'ANSSI, etc. Ne les oubliez pas, ce sont des petites TPE comme les autres et elles ont vraiment besoin d'être accompagnées. Donc il faut absolument que les dispositifs cyber, les campus, etc. s'adressent à elles. Ça, c'est un premier message, je voulais vous dire, parce que j'entends beaucoup parler d'entreprises, je sais que c'est une préoccupation, mais les collectivités ont vraiment un rôle majeur et elles sont attaquées tous les jours, donc vraiment, on a besoin de ça. Et un petit point aussi, ça c'est nos grands messages à chaque fois, la montée en compétences. On a vraiment un problème de compétences sur le territoire, y compris chez les acteurs cyber. Donc j'ai vu que vous allez les accompagner pour qu'ils soient au top, et ça c'est chouette. Mais dans les collectivités aussi, on n'aura pas de RSSI, on ne pourra pas les embaucher, il n'y en aura pas assez. On a besoin de formations certifiées pour pouvoir faire monter en compétences des équipes qui sont dans les collectivités, qui puissent au moins piloter le prestat. Hein, et s'ils n'ont pas la capacité de comprendre ce que fait le prestataire, on est quand même bien embêté. Donc je me permets, mais on compte vraiment sur vous. Ce maillage territorial est super important et vraiment on compte sur vous pour aussi accompagner ce territoire-là, enfin les territoires eux-mêmes. Merci. Mais ce que vous dites est très vrai, parce que si vous n'avez pas des formations de proximité, alors évidemment, vous pouvez me dire, on peut recruter à 800 km de là, mais malgré tout, c'est la formation de proximité. Je vois par exemple au Creusot, je parle du Creusot, vous avez une formation en IA et en cobotique. Vous comprenez bien quand on dit on monte en puissance chez Safran, on monte en puissance chez Framatome, on crée d'autres entreprises innovantes sur le territoire du Creusot. Si vous n'avez pas la ressource humaine, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut la trouver. D'ailleurs, c'est là où il faut que notre dispositif éducatif, formateur, s'adapte aux métiers de demain. Et des métiers de demain qui prennent en compte, y compris, ça sera peut-être une transition, tous les enjeux environnementaux du développement et des territoires. Donc là, je rejoins complètement ce que vous avez dit à l'instant. Alors, petite anecdote, ça répond à votre histoire des collectivités territoriales qui relèvent de Nice 2. Je connais une collectivité territoriale qui fait moins de 30 000 habitants, qui m'a dit « Chouette, on échappe à Nice 2 ». J'ai dit qui produit l'eau d'alimentation, l'eau courante chez vous? Ben, chez nous, c'est notre syndicat. Voilà, vous êtes Nice 2, bonjour, bienvenue au club. Donc vous voyez, c'est que finalement, c'est parfois par des activités qui, elles, sont considérées comme essentielles, qu'on va retrouver une qualification Nice 2. Oui. Voilà. Est-ce que d'autres parmi vous veulent intervenir sur la première partie, puisqu'on va peut-être aborder justement maintenant. Oui, allez-y, je vous en prie. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui, je voulais juste en fait la carte que vous voyez sous les yeux depuis tout à l'heure. En fait, j'ai oublié de la commenter pour que vous sachiez à peu près ce que vous voyez. Les petits points bleus que vous voyez, ce sont les 200 entreprises de la cybersécurité qui sont sur le territoire de la métropole européenne. Et le territoire, c'est tout ce qui est en rouge, donc les 95 communes. Et les petits points rouges, ce sont les structures dont on a parlé, Euratechnologie, le campus cyber, le Clusir, etc. Voilà, donc pour bien montrer qu'en fait, sur le territoire de l'île métropole, l'entièreté presque du territoire sont implantées des entreprises de la cyber. Même le petit patelin de 200 habitants a une entreprise cyber. Parce qu'il est connecté. Parce qu'il est connecté, parce qu'il a le campus cyber, parce qu'il y a ce maillage, parce qu'il y a des grandes entreprises qui lui permettent d'avoir des data centers, parce qu'il y a tout ça qui fait que la petite entreprise du bout de la métropole a permis de s'implanter et de se développer. Ouais, merci pour cette précision. Rappelez-nous, ça fait à peu près combien d'emplois? 7500. 7500. Alors,
C'est très intéressant. Vous connaissez la loi de Schumpeter qui dit que les nouvelles technologies font dégringoler des entreprises entières. On en parle beaucoup aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais d'autres emplois se créent. Et je me souviens avec Pierre de Saint-Aignan, quand on a visité la friche de Ratechnologie, il me disait, vous savez, là, il y avait quand même beaucoup d'emplois avant. Mais on va rebondir avec le numérique. C'est très bien. Hein. Il a raison, il avait raison. Malheureusement, le pauvre, il est décédé, Pierre. Mais le numérique, c'est pas forcément ce qui compense la perte des emplois traditionnels. Donc, il va falloir. Mais c'est parce qu'il y a le numérique que le reste peut aussi se développer. Vous voyez, c'est pas la réponse, c'est la condition de la réponse. Alors, je crois que c'est important. Cher ami, alors, parlez-nous des petits oiseaux, des papillons, de l'eau pure. Non, je ne suis pas un écolo, mais alors je suis complètement convaincu de la nécessité de respecter notre environnement. Et à chaque fois qu'on prend une décision humaine, il faut se poser la question de savoir, tout ça pourquoi ? Tout ça pour ça. Est-ce que tout ça, c'est pour arriver à un monde dans lequel on ne peut pas vivre, mais on sera hyper numérisé, on aura... Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé dans une phase intéressante, justement, de recherche d'un équilibre entre l'innovation et la préservation de notre environnement? Merci beaucoup. En tout cas, on est dans une ère des choix. Et lorsqu'il y a des choix à faire, il y a des bonnes et des mauvaises décisions à prendre. Juste redire, donc l'ADEME, opérateur de l'État en charge de la transition écologique, et une de nos missions, à côté de celle de financer les collectivités et les entreprises dans leur transition écologique, c'est d'éclairer la décision publique, et en particulier d'éclairer les décisions du gouvernement. Et devant toute révolution qui est celle aujourd'hui, en particulier de l'IA, des data centers, le gouvernement juge utile de mobiliser l'ADEME pour savoir quelle est la bonne manière de vivre cette révolution. À aucun moment, il est question de dire qu'il ne faut pas faire cette révolution, qu'il ne faut pas construire des data centers ou qu'il ne faut pas utiliser l'IA. Il est toujours question, et dans tous les avis d'experts de l'ADEME, on en a fait donc 2 autour de ces sujets-là, toujours question de dire mais quelle est la meilleure manière de le faire pour être dans un monde durable. Donc il y a eu un rapport sur comment faire les meilleurs data centers d'un point de vue environnemental, et il y a un rapport sur l'évolution des consommations d'électricité à horizon 2060 des data centers. Pour voir, voilà, l'impact énergétique est évidemment extrêmement fort. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 grands types d'enjeux sur lesquels il faut qu'on fasse des choix, des enjeux environnementaux, des enjeux énergétiques, puisque ça vient directement impacter notre univers énergétique, et puis des enjeux sociétaux, territoriaux, on en a déjà un peu parlé. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre du secteur du numérique, en particulier des data centers, sont en train d'exploser. Il faut le regarder en face. Ils explosent en France, et ils explosent aussi et surtout ailleurs en France, de par vos utilisations, ce qu'on appelle l'empreinte carbone. C'est-à-dire pas seulement les émissions de la France, si on regarde son périmètre géographique, mais lorsque vous appelez un serveur aux États-Unis, en Allemagne ou en Pologne, vous avez un impact en termes d'émissions de CO2. Et on pourrait avoir une augmentation qui est sans commune mesure avec tous les autres champs de notre vie quotidienne, les transports, l'alimentation, le textile, l'industrie, etc. Et on pourrait, dans un scénario tendanciel, sans faire attention à nos usages, à la manière dont on construit ces fameux data centers, tout simplement effacer, par exemple, la contribution du secteur industriel dans les prochaines années en termes de décarbonation. Ce qui est quand même, vous en conviendrez, assez dommage. On va aussi avoir des enjeux sur les ressources, puisque pour faire tout ça, vous avez besoin de métaux critiques, et une ressource dont on a déjà un peu parlé, c'est la ressource en eau, avec un usage assez intensif de l'eau dans les data centers sur certaines technologies. Encore une fois, sur tout ça, tout est une question de choix. Je reprends le sujet de l'eau. Évidemment qu'il y a besoin de refroidir les serveurs pour faire des data centers. Mais il y a des technologies différentes qui permettent de le faire, qui ont un impact écologique bien moindre. On parle de free cooling, on rentrera peut-être dans la technique, on parle de refroidissement par liquide. Encore une fois, si on ne regarde que le coût, je pense qu'on utilisera très massivement les technologies aujourd'hui qui consomment énormément d'eau, mais il existe des alternatives et c'est un enjeu de les pousser.
Et sur l'épuisement des ressources, au-delà de l'épuisement des ressources en métaux critiques, parlons un petit peu de souveraineté tout simplement. Demain, si la Chine décide d'arrêter, ne serait-ce que sur un des métaux critiques parmi les 10 ou 12 qu'il contrôle à plus de 90%, d'arrêter de nous fournir, on s'arrêtera de produire des data centers. Donc, vous pouvez le prendre dans tous les sens si vous êtes plus sensible à la souveraineté ou à la transition écologique. Il y a des choses à regarder très fortement. L'artificialisation des sols aussi est un enjeu extrêmement important. Mais encore une fois, il y a des solutions. Si demain, vous allez faire des data centers comme pour Oran Technologies sur une friche, vous avez un impact sur la transition écologique qui est bien plus intéressante que si vous allez consommer des terres agricoles qui, demain, seront peut-être utiles pour vous nourrir dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué. Ou tout simplement de vous loger, puisqu'il faut aussi construire des logements dans ce pays. Les enjeux énergétiques, il faut le mentionner évidemment, puisque si on regarde tendanciellement au niveau international, on aurait une augmentation de 75% de la consommation d'énergie d'ici une dizaine d'années. Et là, aujourd'hui, on consomme, je vous donne des chiffres, mais 10 TWh aujourd'hui. D'ici 10-15 ans, on pourra en consommer plus de 35. C'est des chiffres vraiment démentiels. Il faut évidemment s'interroger sur la question des usages, mais il faut s'interroger sur l'efficacité énergétique de nos data centers. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont mesurables. D'ailleurs, il y a un chiffre qui s'appelle le Power Usage Effectiveness, qui est un indicateur composite, mais dont on sait qu'à technologie aujourd'hui mature, constante, qu'on sait déployer et pas des coûts faramineux, il faudrait atteindre 1,2. Aujourd'hui, les projets qui sortent, ils sont plus autour de 1,5, 1,6. C'est juste pas normal. Si on a les technologies pour pouvoir le faire mieux, autant le faire de la meilleure manière. Et on a aussi, tout simplement dans la manière d'opérer un data center, des moyens qui réduisent les consommations d'énergie, par exemple l'extension des plages de température ou d'humidité des serveurs qui sont utilisés. C'est des choses très pratico-pratiques, mais si on ne les active pas, aujourd'hui on évalue qu'on peut économiser environ 50% de l'électricité injectée dans les data centers pour le même résultat. Il faut qu'on utilise ces marges de manœuvre. C'est aussi un enjeu pour le réseau, vous le savez, les réseaux énergétiques et en particulier les réseaux électriques sont sous très forte tension. On a les enjeux d'alimenter des data centers. Aujourd'hui, il y a certains data centers en région qui pourraient devenir les points d'alimentation électrique les plus consommateurs du territoire. Et je vous rappelle juste qu'on a Aluminium Dunkerque dans la région, qui fait juste l'aluminium à base d'électrolyseurs et qui est un consommateur énorme. Demain, ça pourrait être un data center, qui est le point le plus consommateur d'énergie dans la région. Là aussi, on a des solutions à mettre en œuvre. Il faut s'intéresser à ces batteries de secours qu'on a sur les serveurs, à la manière dont on déploie les serveurs et qu'ils soient réutilisables. On peut aussi utiliser ces data centers dans la smart grid. Demain, ils pourraient devenir, au lieu d'être un élément de perturbation du réseau électrique, il pourrait devenir un élément de stabilisation du réseau électrique. Encore une fois, c'est des choix et c'est la manière dont on va imposer à ces data centers de se déployer. Je parle aussi évidemment de la chaleur fatale. Alors, la chaleur fatale, c'est toute cette chaleur qui se dégage et qui est envoyée aux petits oiseaux. Évidemment, quand vous envoyez de l'électricité dans un data center, vous produisez énormément de chaleur. Cette chaleur peut être réutilisée et réinvestie ici dans une industrie ou plus généralement dans un réseau de chaleur urbain et vous chauffez. Demain, vous faites un data center qui déploie ces technologies-là, qui se met sur une friche, qui est efficace énergétiquement et qui en plus vous chauffe l'hiver grâce à la chaleur fatale produite. Là, vous voyez qu'on commence à avoir un écosystème intéressant. Et enfin, les enjeux évidemment économiques et territoriaux. Il ne faut pas oublier que toutes les ressources qui seront consommées par ces data centers ne pourront pas être utilisées par les territoires. À un moment, l'eau, la ressource en eau, elle est une et unique. Si on décide de la mettre pour refroidir des data centers, vous ne l'utiliserez pas pour l'agriculture ou pour votre consommation personnelle. Et ça interroge évidemment, et je finirai par là, la question des énergies renouvelables et de la manière dont on va les déployer. Vous l'aurez compris, on va avoir un besoin. Quand bien même on fait de la sobriété, on va avoir une augmentation de la besoin en électricité. Globalement, on va avoir une baisse des besoins en énergie, mais en électricité, ça va augmenter puisqu'on va transformer notre usage des énergies fossiles. Et cet usage d'électricité va être tracté par les data centers. Demain, les data centers pourraient être aussi moteurs avec ce qu'on appelle des PPA, des contrats qui permettent de booster
les développeurs d'énergie renouvelable partout sur le territoire, que ce soit du photovoltaïque, de l'éolien, onshore, offshore, tout ce que vous voulez. En tout cas, ça pourrait être là aussi, demain, soit un élément perturbateur de ce système énergétique, soit un acteur majeur et entraînant pour faire un écosystème durable. Merci beaucoup. C'est très intéressant votre intervention parce que vous avez dit que c'est une question de choix. Je crois qu'aux États-Unis, ils ont réhabilité, si je puis dire, des vieux réacteurs de Boeing pour produire de l'électricité. Vous voyez à peu près en termes de potentiel destructeur. Ils ont relancé, bien sûr, des centrales à charbon. Il n'y a pas qu'aux États-Unis où on a utilisé les énergies fossiles pour relancer. Ça me fait penser à une question, vous savez, quand on parle de la transformation numérique, moi j'appelle ça la métamorphose cybernétique, on voit une courbe exponentielle. Ça va de plus en plus vite, de plus en plus rapide, de plus en plus d'effets. Et on dit, est-ce que ça va durer ou est-ce qu'à un moment donné, on va atteindre un plateau? Vous savez, en mathématiques, on appelle ça des courbes logistiques. Ça a l'air d'être une courbe exponentielle, puis à un moment donné, il y a un changement de pente et on tend vers une limite qu'on n'atteint jamais. Hein. Est-ce que, justement, ces questions environnementales ne vont pas, à un moment donné, créer une sorte de, alors on ne peut pas dire de refus du numérique dans la population, mais un frein? Parce qu'on va me dire, oui, votre voiture, elle est polluante, ok. Mais à côté de ça, vous allez avoir des entreprises qui vont être hyper créatrices de CO2. Et quand la population va lui dire, vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela, et à côté de ça, elle va avoir des explosions de consommation, est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné une forme de rejet du citoyen? Là, vous m'emmenez très loin, mais effectivement, enfin, la transition écologique, c'est des choix partout et des choix qui peuvent crisper une partie de la population. Encore une fois, pour le coup, la France s'est engagée dans un exercice de planification pour équilibrer quelque part les efforts à fournir par les uns et les autres et tenter de dire, effectivement, on ne peut pas tout demander aux citoyens, on ne peut pas tout demander aux entreprises, on ne peut pas tout demander aux administrations publiques. Il faut demander à la hauteur de ce que chacun peut faire. Ça peut être des freins, mais ça peut être aussi des opportunités incroyables. Encore une fois, les data centers peuvent devenir demain le moteur de notre transition écologique en injectant de l'argent dans les énergies renouvelables, en équilibrant notre réseau et en nous fournissant, parce que j'en ai pas parlé, mais les usages de l'IA qui pourront découler de ces data centers. Pour piloter la smart grid demain, ça sera hyper intéressant. Pour piloter les bâtiments intelligents, pour les voitures autonomes qui pourront devenir des voitures en autopartage plutôt que de la voiture individuelle et donc une économie de ressources et d'énergie. Enfin, il y a un potentiel et l'IA for Green, à l'ADEME, on le regarde de près, on y croit et ce sont des fortes opportunités pour la transition écologique. Mais effectivement, il faut demander à chacun dans la juste mesure de ce qu'il peut faire et dans un juste calendrier aussi. Il y a des grandes transformations qui prennent du temps et il faut l'accepter. Il m'a semblé que Marseille, qui est un des points fondamentaux pour les câbles sous-marins, hein, c'est un des principes, je crois, le 5e hub mondial, il m'a semblé qu'aujourd'hui, il y avait quand même des contestations parce que des tensions sur l'électricité, des tensions hydriques. Hein. Cher ami, alors, vous avez écouté l'ADEME et je sais que vous avez développé des data centers qui sont des data centers durables, justement, avec des modes de refroidissement. Racontez-nous, qu'est-ce que vous faites et quelle est votre ambition, votre choix, justement. Quel est votre choix? Du coup, ce que je dois dire, c'est que sur nos data centers, il y a des papillons, il y a des oiseaux, il y a tout ça, c'est ça? C'est l'objectif. En fait, déjà, je suis ravi, merci pour l'invitation. Je suis ravi, effectivement, de parler de data center. Je pense que je me souviendrai toute ma vie quand j'ai commencé l'histoire éthique, il y a un petit peu plus de 15 ans. Quand je parlais de data center, à cette époque-là, j'étais un martien. À chaque fois que je parlais dans mon entourage, tiens, je fais du data center, c'était OK, donc tu travailles chez OVH ou tu es un informaticien. Enfin bref, personne ne comprenait ce que je faisais. Aujourd'hui, je suis ravi de voir qu'un article sur 2 dans la presse parle de data center ou d'IA. C'est devenu très glamour, donc ça, je suis assez ravi de ça. Blague à part, ce que je constate, c'est que les territoires et on va dire la population au sens large est toujours un peu perdue ou désemparée par rapport à
quel usage réellement, de quoi on parle quand on parle de data center? Parce que et je vais y venir, il y a 3 produits qui sont vraiment très très différents et surtout l'impact que ça peut avoir sur les territoires. Donc c'est vrai que dans la presse, encore une fois, on est très attiré par les grands chiffres et quand on parle de campus IA, on parle en milliards aujourd'hui. C'est une réalité et c'est vrai que quand vous posez une question quand même assez philosophique de dire est-ce qu'à un moment on ne sera pas limité en fait par les énergies, par effectivement nos matières premières ou autres qui sont des vrais sujets. Est-ce que les gens seront prêts à refuser ou en tout cas repousser les usages du quotidien? Je pense que clairement, vous le voyez sur la table, on a tous notre smartphone qui est devenu notre meilleur ami. Se dire qu'effectivement, on va repasser aux cartes routières, on va repasser à l'usage de cartes postales ou ces choses comme ça, ça va être très compliqué. L'homme est suffisamment agile effectivement pour s'adapter et je pense que la réponse, elle est effectivement bien dénoncée par l'ADEME, c'est de repenser en fait les territoires et surtout repenser la manière de construire les data centers pour que ça soit plutôt des impacts qui soient positifs parce qu'ils sont nécessaires pour soutenir l'économie digitale plutôt qu'effectivement de remettre, de repousser on va dire l'implantation de ces data centers. Bref, aujourd'hui vous avez vraiment 3 modèles de data centers. Le premier c'est je vais prêcher pour ma paroisse, les data centers de proximité. Donc c'est vraiment en fait des data centers qui sont des nœuds d'échange et qui centralisent un petit peu tout le trafic Internet, le trafic de data d'entreprise au sens large et qui sont très bien connectés. C'est-à-dire que en fait, j'aime bien dire, les data centers qu'on développe, c'est des vrais marketplaces. C'est-à-dire que en fait, on est opérateur d'un bâtiment certes, mais il y a une vraie prestation de service au sens on héberge 2 écosystèmes. Un, c'est des entreprises, ça peut être des entreprises publiques. Je suis bien entouré avec Nantes Métropole et la MEL qui sont 2 clients d'Etix. Donc on héberge des infrastructures publiques, on héberge des infrastructures d'acteurs privés. Donc dans le Nord, effectivement, on a quand même une zone de chalandise assez énorme avec tous les retailers qu'il peut avoir, tous les grands industriels. On héberge évidemment beaucoup de banques, d'assurances, mais on héberge aussi tout un écosystème IT au sens large, des opérateurs télécoms et beaucoup de sociétés, alors les ESN aujourd'hui on les appelle, donc les entreprises de services numériques qui vont fournir des couches de services à valeur ajoutée à nos clients. Et donc ça, c'est vraiment ce qui permet de supporter l'IT des entreprises au sens large. Nos data centers, ils sont totalement critiques. Et quand je parle de data centers de proximité, je ne parle pas juste des data centers régionaux. On a des data centers à Paris, parce qu'évidemment, le marché à Paris, il est encore plus grand qu'en région, avec toutes les entreprises qu'il peut y avoir. Mais c'est le business model. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si nos data centers, demain, ils s'arrêtent, vous avez toutes ces entreprises qui s'arrêtent. Donc pour aller plus loin, si vous voulez arrêter un pays, évidemment, vous pouvez cibler les ressources énergétiques, les postes sources Enedis en France, mais vous pouvez aussi cibler ces fameux nœuds d'échange. Je ne devrais peut-être pas le dire parce que ça va donner des idées à nos pays, enfin bref, à d'autres pays, bref. C'est pas le moment de faire des blagues, il est encore trop tôt. Du coup, ces data centers-là, ils sont totalement vitaux pour l'économie au sens large. Et d'ailleurs, j'étais à Choose France, j'ai été invité par Emmanuel Macron pour aller dîner à l'Élysée, où justement, il mettait en avant le poids aujourd'hui du numérique et le fait qu'on doit définir aujourd'hui des pans d'industrie au sens large, donc l'énergie, la défense, le digital, sur lequel il faut qu'on soit souverain et sur lequel effectivement ça nécessite des investissements énormes et qu'on soit autonome du coup sur ces pans-là. Ça c'est vraiment le premier produit on va dire de data center. Le second on parle beaucoup et c'est souvent de ces data centers-là qu'on parle dans la presse, c'est ce qu'on appelle les data centers hyperscale. Là, on est plus dans un métier en fait de immobilier, on va dire, de vraiment real estate, au sens, c'est des très gros bâtiments avec énormément d'énergie et qui desservent 1 ou 2 clients maximum. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'héberger en fait les infrastructures, c'est de cloud public, des GAFAM, l'équivalent en Asie,
d'OVH, enfin bref, les équivalents qu'on peut avoir en Europe, des Outscale, les Scaleway, voilà. Et c'est vraiment en fait des bâtiments qui sont totalement dédiés pour 1 ou 2 clients maximum. L'impact local, que ce soit en termes d'emploi ou en termes d'impact, on va dire, sur une zone de chalandise qui est proche du data center, beaucoup plus limité, puisque là, en fait, on construit, c'est comme quand on construit un gros bâtiment logistique pour Amazon, par exemple, et pour lui permettre de, évidemment, servir tous ses clients, l'impact pour une région beaucoup plus limité. Pour autant, totalement vital, pareil, parce que le cloud public, c'est une réalité et c'est quelque chose qui est très bien, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, effectivement, quand on parle d'impact local, régional, il faut avoir conscience que non, ça ne va pas créer des milliers d'emplois. Ça va être effectivement des projets qui vont être faramineux, qui vont consommer énormément d'énergie. Et voilà, il faut juste l'avoir en tête. Le dernier élément, c'est les campus IA, où là, c'est un modèle financier qui est vraiment totalement similaire à l'hyperscale. C'est la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on construit des très grands campus qui consomment énormément d'énergie, énormément d'eau, bien souvent. Et c'est pour des acteurs qui sont dans l'IA. Et aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, tous ces campus-là, c'est pour soutenir tout ce qui est le LLM, alors c'est machine learning. Et donc, en fait, les vrais usages business aujourd'hui, ils sont très limités. Dans l'IA, vous avez, je vais faire des anglicismes, mais vous avez le LLM qui est le machine learning et le vrai business qui est derrière l'IA et qui aujourd'hui, les business cases ne sont pas éprouvés. C'est ce qu'on appelle l'inferencing. Donc c'est vraiment en fait de l'IA qui va être proche des entreprises et ça va pas être juste des petits prompts qu'on fait et on attend une réponse. C'est vraiment en fait un peu comme l'équivalent du cloud, mais pour l'IA, c'est-à-dire que ça va vraiment sous-tendre de la vraie production informatique et des vrais usages business pour les clients directement. Et ça, très clairement, aujourd'hui, c'est pas du tout développé. Et tous les campus qu'on annonce, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Europe, typiquement ce qui a fait scandale dans la presse, le départ de Fluidstack qui part aux États-Unis, c'est typiquement ce type de choses. On installe massivement des GPU NVIDIA et c'est juste pour nourrir le machine learning. Alors, après, encore une fois, c'est un usage, c'est important d'avoir ce type d'investissement, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que si ça ne vient pas en France, ça se développera ailleurs. Par contre, je pense que ce qui est vraiment fondamental, et bien souvent, moi, quand je parle avec mes collègues, on me dit tout le temps, en plus en France, on aime quand même bien râler, c'est oui, mais de toute façon, les pouvoirs publics, la régulation, voilà. La réalité, c'est que moi-même, je suis entrepreneur. Oui, quelquefois, la réglementation, ça nous pénalise, ça nous met des barrières dans les, barrières dans les roues, non ouais. Bâtons dans les roues, pardon. Je suis fatigué. Bref, tout ça pour dire que moi, je pense, il faut voir. J'aime bien voir le verre à moitié plein. Et je pense que très clairement, en France, on a quand même cette capacité. C'est le général de Villiers qui dit souvent le génie français. Et ça, je suis 100% d'accord. Je trouve que, ok, on aime bien se mettre des bâtons dans les roues, mais la réalité, c'est que souvent, on fait les choses de manière ingénieuse. Et ce qu'il faut, par contre, c'est qu'effectivement, sur ces pans d'industrie où c'est une réalité, il faut aller vite, parce que la France, on a une forte capacité d'innovation. Par contre, quelquefois, effectivement, on se met trop de bâtons dans les roues, mais il faut le faire, par contre, de manière intelligente, 100% d'accord avec tout ce qui a été dit en amont. Il faut le faire de manière intelligente, raisonnée, à l'échelle du territoire, de la région. Très bon exemple, effectivement, je suis lillois, donc je peux en parler, de Euratechnologies, c'est des super exemples. Et là, c'est des super exemples où le public a très très bien fonctionné avec le privé. Mais pourquoi ? Parce que il y a eu ce fouet, effectivement, où il y a eu un bon dialogue. On a bien expliqué le produit, l'usage, comment on va le financer et qui va développer tout ça. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, c'est là où effectivement on est capable d'aller vite. Et encore une fois, je suis 100% convaincu, le génie français après s'applique. Donc ça, c'est totalement clé. Et je vais vite. Sur la partie frugalité des data centers, ce que vous devez retenir, c'est qu'une fois qu'on a bien expliqué aux acteurs locaux c'est quoi notre projet, c'est quoi notre usage, qui on va adresser, effectivement le nombre d'emplois créés, direct, indirect,
Souvent, les acteurs locaux sont moteurs. Et c'est là où après, par contre, effectivement, il faut réfléchir à où est-ce qu'on s'implante. Nous, évidemment, on a des contraintes techniques. Il faut qu'on soit proche de nos clients. On développe des nœuds d'échange à chaque fois pour les opérateurs télécoms. C'est des investissements qui sont colossaux. Donc, il faut qu'on crée des campus. Ça veut dire que moi, typiquement, à chaque fois que je me développe, il faut que je trouve des terrains qui sont dans les maximum 5-6 km de mes sites existants. Donc, c'est quand même des contraintes fortes. Il faut que je trouve de l'énergie. Il faut que je trouve tout ça. À partir du moment où vous avez les acteurs publics qui sont engagés, souvent, effectivement, vous avez des réponses. Sur la frugalité des data centers, vous avez 3 axes qu'il faut travailler. Un, c'est la conception de nos sites. Donc, on parlait effectivement de PUE. Donc, il faut avoir en tête que, effectivement, oui, l'eau, c'est une énergie ultra rare. Il faut savoir, c'est que ça vient en France. Vous avez effectivement souvent les data centers à hyperscale qui consomment massivement de l'eau. Et ça, pourquoi? C'est tout simplement parce qu'aux États-Unis, l'eau, on va se parler franchement, ils s'en tapent total. Et dans leur concept, ils ont l'habitude de faire en fait de la climatisation adiabatique où ils utilisent massivement de l'eau. Et clairement, c'est prouvé. En Europe, il y a des choses qui sont beaucoup plus performantes à faire. On peut atteindre ce qu'on appelle des PUE, donc vraiment des facteurs d'efficacité énergétique du même acabit, voire mieux, en fonctionnant en circuit fermé. On est le meilleur exemple parce que sur nos data centers, on injecte en fait de l'eau dans nos boucles d'eau et après, comme son nom l'indique, c'est des boucles fermées. Donc on utilise pas d'eau du tout, mais pendant tout le fonctionnement de nos data centers. Là où effectivement, des hyperscale data centers, par exemple certains data centers de Google, Microsoft, Amazon, ils arrivent avec leur conception des États-Unis, ils imposent un concept à celui qui va construire le data center. Clairement, vous n'avez pas le choix, vous prenez le marché. Enfin, quand vous travaillez avec les Américains, ils vous poussent le contrat et si vous voulez changer une virgule, vous perdez le marché tout simplement. Donc ils appliquent. Et c'est là où effectivement on va parler de piscines olympiques tous les jours qui sont consommées, tout simplement parce qu'on suit un bête cahier des charges qui vient des États-Unis. Donc là effectivement il y a un vrai schéma de réflexion pour déployer des data centers qui sont intelligents et qui, in fine, fournissent effectivement des écosystèmes qu'il faut développer en France, ça c'est une certitude. La deuxième manière, c'est, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, aujourd'hui vous avez, certes on consomme beaucoup de puissance électrique, mais le Nord c'est effectivement encore un bon exemple. Et à Choose-France, justement, il y avait le maire de Dunkerque qui avait parlé de 2-3 projets qui étaient assez intéressants, justement de friches industrielles qu'ils avaient réussi à transformer totalement, où clairement, alors j'étais pas allé voir Euratechnologie à cette époque, mais qui pouvaient être effectivement des endroits un peu peut-être désespérants. Mais pour le coup, aujourd'hui, vous le voyez, ils ont réussi à totalement transformer parce qu'il y avait des arguments forts justement pour le réutiliser pour des nouvelles industries. Je crois qu'il parlait de Vercors ou enfin bref. Et c'est là où typiquement, encore une fois, c'est bien pensé. C'est bien travailler avec les pouvoirs publics. Et là, vous avez effectivement cette mayonnaise qui prend et on arrive du coup à développer des beaux projets. Et la dernière chose, c'est la revalorisation de la chaleur fatale. Donc, on le fait aussi. Et c'est là où je suis d'accord. Quand on implante en fait un data center, qu'il est alimenté intelligemment avec de l'énergie verte, il faut savoir un data center, la grosse force, c'est qu'on consomme de l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on a un profil de consommation qui est très pas linéaire, mais justement très flat, au sens où en fait on consomme tout le temps de l'énergie. Surtout nos data centers où on a des variations, on a un profil de client qui est tellement large qu'en fait on travaille pas juste avec une banque qui fait du trading où l'activité elle va être vraiment en heure ouvrée et la nuit il se passe rien. On travaille avec des sociétés de e-commerce, mais on a une telle variété qu'on n'a pas de pic de consommation à Noël parce que tout le monde commande ses cadeaux à 3 jours de Noël toujours. Bref, la réalité c'est qu'on a un profil effectivement de consommation qui fait qu'on peut stabiliser le réseau, qu'on peut effectivement alimenter avec de l'énergie verte et on a un profil de consommation dont tous les gens qui investissent dans les infrastructures énergétiques adorent. Donc bref, il y a plein de choses qui font que si on implante ces data centers de manière intelligente, encore une fois, je suis intimement convaincu qu'il y a une manière de faire les choses bien.
Merci, c'est vraiment une présentation très intéressante, très pédagogique du data center en général, des data centers, puisque vous avez raison de montrer qu'il y avait des data centers de différents types, avec des usages différents. Il y a quelques années, Thierry Breton, qui était patron d'Atos, je crois que c'était à Vivatech, avait parlé de edge computing et nous présentait des data centers qui représentaient grosso modo une armoire, oui. Et il nous disait, dans sa présentation, demain, on viendra dans une pharmacie, à la brigade de gendarmerie, à la mairie, chez le bureau de presse, et en fait, on aura une distribution des data dans ces mais vraiment micro data centers. C'est quelque chose qui est en vue ou pas du tout? Alors c'est effectivement quelque chose qui était très en vogue il y a quelques années. La réalité, c'est nous on est spécialisé dans le Edge Data Center et c'est justement pour héberger bien souvent ces infrastructures de Edge Computing. Donc sauf pour quelques logisticiens qui ont vraiment besoin d'avoir de la production en local directement implantée sur les centres logistiques et qui sont bien souvent dans des endroits un peu paumés en France, la majorité de ces infrastructures-là peuvent être hébergées chez Etix, dans les data centers de proximité. Et comme on est dans un rayon de 100 km, il ne faut pas oublier, c'est que la data, elle transite à la vitesse de la lumière. Bien souvent, la latence, donc c'est vraiment le temps aller et retour de la donnée, fait que ça va tellement vite que 100 km, c'est largement suffisant. C'est intéressant parce que 100 km, c'est le rayon ou c'est le diamètre? C'est le rayon par rapport à notre data center. Donc ça veut dire que nous, typiquement, ce qu'on vend à nos clients, c'est qu'on leur dit, vous avez un data center Etix. Aujourd'hui, on en a 13 en France. Donc on n'a pas fini de mailler le territoire, on y travaille. Mais l'idée, c'est de se dire, vous avez un data center Etix dans un rayon de 200 km. D'accord. Voilà. Oui. Là, je parlais de 100, mais 200. Mais c'est intéressant en termes de dimension des territoires, vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Et la latence, c'est hyper important. La latence, encore une fois, ça va tellement vite. Quand vous tirez de l'argent, par exemple, vous allez à un distributeur et que vous interrogez votre banque, clairement, si ça prend 1 milliseconde de plus, je ne pense pas que vous allez vous en rendre compte. Par contre, effectivement, là, par exemple, sur l'île, on héberge une des plus grandes bourses internationales. La moindre milliseconde compte énormément sur l'ordre de trading qui va passer. Donc là, effectivement, le moindre kilomètre va compter. Oui, alors pour les jeunes, la latence, c'est la vitesse avec laquelle une data va d'un point A à un point B. Et vous voyez, par exemple, quand vous envoyez un mail, il n'est pas exclu que votre mail passe par New York, Kuala Lumpur et revienne sur Romorantin. Pourquoi? Parce que la vitesse, le débit de ces câbles sous-marins est extrêmement fort par rapport à un réseau classique. Merci pour l'intervention sur. Je crois que c'était très intéressant cette séquence data center parce que le choix, voilà, les choix et le choix, c'est pas un choix hypothétique, c'est on a des solutions de proximité, des solutions qui sont vertueuses et comme l'a dit, la chaleur fatale est récupérable et donc c'est peut-être, c'est même sûrement une solution d'avenir. Je crois que je ne sais pas si vous êtes sur le Creusot ou bientôt peut-être. Non, mais je n'ai pas un secret. Enfin, il y a des friches sur le Creusot, voilà, pour la région Bourgogne que Gérard Luçon connaît bien. On va passer, si vous voulez bien, à la troisième séquence, la cybersolidarité. Je remercie Patrice Renaud-Lino, qui est venu depuis Nantes ce matin. Et, encore une fois, je reviens sur sa charte, parce que vous voyez, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on voit que tous les acteurs publics et privés, il faut qu'ils se mettent autour d'une même table. Bon, alors bien sûr, on peut les faire se rencontrer et faire parler ensemble, mais leur faire signer un texte, mais un texte pas qu'on leur a imposé, enfin je pense que vous en expliquerez, mais auquel ils ont été associés, pour dire maintenant, c'est ensemble qu'on va créer une solidarité, une cybersolidarité, un peu comme il y a le Cybersolidarity Act européen entre les États d'Europe, il y a une cybersolidarité territoriale. Patrice Renaud-Lino, racontez-nous et dites-nous combien ce résultat est formidable, mais aussi montrez-nous quelles sont les étapes à franchir et les obstacles parfois à surmonter.
Oui, mais alors en fait, la charte de solidarité cyber-territoriale, c'est un engagement qui regroupe plusieurs acteurs sur le territoire de la métropole. Donc vous parliez tout à l'heure de territoire pertinent, mais l'objectif c'était vraiment de travailler sur cette notion de territoire, de ne pas forcément aller chercher ailleurs. Et aujourd'hui ça fonctionne bien, mais en effet ça a pris du temps. C'est-à-dire qu'on a commencé fin 2023 sur l'impulsion de notre élu au numérique en fait, qui s'est posé la question, mais si un incident cyber majeur touchait l'un des acteurs du territoire, qu'est-ce qu'on ferait globalement ensemble ? D'autant plus que si ça peut toucher l'un d'entre nous, ça peut tous nous toucher. Enfin, ça a été évoqué en termes de chaîne de conséquences. Et sur le territoire de la métropole, ça pouvait avoir des impacts très très forts. Donc on est parti de cette idée-là, et comme vous le soulignez, en fait, c'était pas si simple. Parce qu'au départ, tout le monde était d'accord, ouais, c'était formidable, on va être solidaire, ça va être génial. Et puis dans les premiers échanges, on a commencé donc début 2024, et dans les premiers échanges, on a vu déjà les premières tensions apparaître, puisqu'on avait notamment des représentants de SN qui étaient là, des choses comme ça, des spécialistes cyber en termes de conseils et autres, et qui disaient oui, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça nous empêche de faire du business. Donc attention, quoi. Et donc on a passé pas mal de temps en fait à peaufiner les articles de la charte pour aboutir à quelque chose qui satisfaisait tous les participants. On rassemble des acteurs à la fois privés comme publics, donc des éditeurs de logiciels, des ESN et puis des universités et d'autres entités publiques, avec un même objectif en fait, c'est d'être là le jour où, dans les premiers instants. Et c'est ce qui a vraiment orienté la constitution de la charte, c'est qu'on a voulu faire en sorte d'améliorer globalement la résilience du territoire par le fait de se connaître, parce qu'en fait on ne peut pas être efficace si on se pose la question le jour où ça arrive. Donc l'enjeu c'est aussi d'établir la confiance en amont pour pouvoir être en capacité de réagir le jour où, puisque quand on va les solliciter des homologues des acteurs pour bénéficier de leur expertise sur la gestion immédiate en fait de la crise cyber, on ne peut pas aller le faire avec quelqu'un qu'on n'a pas déjà rencontré. Ça pose des problèmes de confiance, même on l'a évoqué dans les travaux de la charte, même de responsabilité juridique. C'est-à-dire que si on appelle un ami dans le cadre de ce cercle de confiance au secours et qu'on active l'avis qu'il nous a donné et que malheureusement ça accentue les conséquences dramatiques en fait, de la crise, quelle sera la responsabilité de l'ami qui a donné le conseil, etc., etc. Donc on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là et on a abouti justement à un texte qu'on a souhaité équilibrer justement sur cet enjeu de ne pas engager juridiquement en fait, tous ceux qui participeraient à cette question, mais aussi cet enjeu de se connaître et donc d'animer régulièrement sur le territoire de la métropole ces enjeux de résilience cyber. Et c'est vraiment dédié à ça, c'est-à-dire que ça ne remplace pas du tout les autres initiatives qui peuvent avoir lieu dans l'objectif de construire l'activité économique, de l'expertise, de l'expérience sur la cyber. On est vraiment ciblé sur cette dimension de résilience cyber, parce que ce qui peut toucher l'un d'entre nous aura des impacts sur les autres. Et l'objectif derrière aussi, c'est d'aller chercher, ça a été évoqué, les TPE, PME qui ne seront pas concernés par NIS2, c'est potentiellement d'aller chercher via les plus gros acteurs qui adhèrent à la charte, c'est d'aller chercher en fait ces acteurs-là, qui peuvent être aussi un maillon essentiel dans l'activité économique du territoire, et de les amener en fait au sein de ce cercle pour pouvoir travailler ces enjeux-là. Donc la construction n'a pas été évidente, ça demandait un peu de temps, mais on a réussi à rassembler 24 acteurs principaux en fait en mars 2025. Aujourd'hui, en mars 2026, on est à 35. Donc ça s'étend au fur et à mesure. Et notre mode de fonctionnement, c'est de nous retrouver 2-3 fois par an pour partager des questions et des enjeux liés aux attaques cyber. Donc on a fait des ateliers notamment sur la charge mentale des responsables cybersécurité, qui est un pendant important par rapport à tout ce qui est traitement d'une crise cyber, hein, parce que en fait, le jour où ça arrive, en fait, les équipes sont mobilisées 24/7 pendant plusieurs jours, semaines ou mois. Donc ça pose une vraie question en fait, de résilience humaine. Et on a fait aussi des partages de retours d'expérience sur des crises vécues, parce que ces partages-là permettent en fait
d'appréhender d'un point de vue concret en fait ce qui se passe et les difficultés auxquelles sont confrontées les entités. Et en général, ceux qui repartent de ces rétex ont déjà en tête en fait les pistes qu'ils vont pouvoir déployer en interne pour justement améliorer leur propre capacité de résilience. Et puis très récemment, on a pu faire intervenir un négociateur de la gendarmerie formé par le GIGN. Donc on était très heureux d'avoir cette présentation parce qu'il a eu une approche très intéressante sur les premières heures en fait, qui arrivent après une attaque et en quoi justement la gendarmerie était pertinente, enfin avec la capacité qu'ils ont justement de mener les négociations et l'importance qu'il y avait pour les entreprises de très vite déposer plainte et de ne pas engager par elles-mêmes en fait la négociation, d'attendre justement l'expertise de la gendarmerie sur ces questions-là. Donc notre enjeu et notre objectif autour de cette charte, c'est de faire avancer ces questions-là, de nous concentrer en fait vraiment sur ces questions d'attaque cyber et d'impact en fait sur l'activité des entreprises et de participer en fait aux différentes initiatives qui peuvent avoir lieu. Alors un des campus qui n'a pas été évoqué, c'était la région Pays de Loire parce que c'est en cours. Mais l'enjeu du territoire de la métropole, c'est aussi de contribuer en fait à ce campus Pays de Loire qui est en cours de constitution, pour dire sur le territoire de la métropole nantaise, on dispose déjà de quelque chose et ça viendra contribuer à ces éléments-là. C'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que finalement, on ne peut pas dire, demain, il y a la charte, c'est une construction pas à pas où il faut, je dirais, associer tout le monde, le faire comprendre l'intérêt et aussi bien mettre en évidence les risques. Vous avez parlé du risque juridique et donc toute cette question-là, il faut bien les traiter. Moi, je pense, enfin, je voulais vous le demander, mais il me semble qu'il y a un sujet sur lequel tout le monde peut collaborer, c'est finalement comment on gère la crise. C'est l'organisation de la crise, comment on se prépare à la crise, comment on peut faire des rétextes de gestion de crise. Là, ça n'engage pas juridiquement, parce qu'en fait, on retrouve à peu près les mêmes composantes de la gestion de crise. Mais c'est peut-être une manière de réfléchir ensemble, de faire un petit peu des exercices ensemble. Hein. Et vraiment, non, j'ai trouvé votre intervention intéressante. Je vous ai fait venir parce que j'ai trouvé cette initiative très intéressante. Alors, il ne s'agit pas de dire, j'avais dit moi au Creusot, on ne va pas prendre la charte de Nantes et on va l'imposer ici. Il faut la construire aussi, nous. Mais je pense que ça fait partie de ces référentiels qui me paraissent tout à fait intéressants et que vous pouvez trouver sur Internet, hein, parce que on tape charte, on a la liste. Et c'est moins long que la Constitution de la République française et c'est aussi bien écrit. Juste pour compléter, cette charte a été aussi constituée sans engagement financier aucun. C'est-à-dire qu'on est parti sur une démarche où ceux qui venaient étaient volontaires, avec dans l'idée d'aider finalement le jour où ça arriverait. Parce que vous avez évoqué justement la crise. La crise, sa définition, c'est que juste avant, il ne se passe rien, et juste au moment, c'est la catastrophe. Et donc, au moment de cette catastrophe, comment on fait après? Donc l'enjeu aussi de cette charte, c'est de faire en sorte que si ça arrive à une entité sur le territoire, de proche en proche, on espère justement qu'il y ait une connaissance d'un des acteurs de la charte qui pourra mobiliser dans les premières heures en fait des compétences pour organiser justement cette réaction à l'attaque cyber. On sait aujourd'hui quelle forme ça peut prendre, hein, c'est globalement le ransomware ou l'exfiltration de données, massive de données en tout cas avec publication. Et l'idée, c'est notre espoir, c'est ça. Et donc il y avait un enjeu très fort en fait de faire en sorte que participer à la charte, il n'y avait pas d'engagement financier, quoi que ce soit, mais il y avait cette obligation morale entre guillemets de se rendre disponible dans les premières heures. Ouais. Oui, merci beaucoup. Vraiment merci de cette présentation. Il y a juste un point, mais qui serait intéressant de voir, c'est comment on connecte, si je puis dire, pour prendre un terme moderne, la charte avec le dispositif du 17 cyber, le dispositif des campus, vous voyez, c'est comment tout cela s'interconnecte. Voilà, ça me paraît intéressant aussi de voir ces questions-là. Oui, parce que ce qui est important dans ces dispositifs, c'est qu'ils soient bien connus.
C'est toujours très difficile en fait, parce qu'on a beau dire, il y a les campus, etc., etc. Pour une PME, ça peut être très lointain. C'est pas évident. Donc, d'où notre volonté en fait d'être contributeur présent au sein du cybercampus quand ça va se monter, et de partager aussi notre expérience pour voir en fait ce dont on peut bénéficier par ailleurs. Ouais. Merci beaucoup. Alors, la parole maintenant est au général Husson. Général Husson qui commande la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté, n'oublions pas que la Franche-Comté, c'est une des plus grandes régions industrielles de France. Et la Bourgogne est une des grandes régions viticoles de France, n'est-ce pas? Et vous avez bien fait de prendre de l'eau pour rendre cet atelier conforme aux règles qui s'imposent. Mais pourquoi j'ai demandé au général Husson de venir? Parce que finalement, si on prend les administrations de l'État, notamment les administrations régaliennes, la gendarmerie est la plus proche du dernier maître, si je puis dire. Et évidemment, les brigades de gendarmerie sont sollicitées par des citoyens qui sont victimes de phishing, d'autres qui sont victimes d'usurpation d'identité, des entreprises, ainsi de suite. Alors comment finalement on peut, quand on est un acteur de l'État, déconcentré, comment peut-on d'abord agir proprio motu, comme on dit, de sa propre volonté, et puis en même temps, comment on s'intercale dans le dispositif territorial, public, privé, étatique, collectivité territoriale? Alors, je vais essayer de répondre à votre question. Je voudrais juste rebondir avant sur les propos de Patrice sur 3 points. Le premier, c'est celui de la gestion d'une crise cyber. Vous avez vous-même rebondi sur ce sujet. C'est un élément évidemment très important. Et le ComCyber du ministère de l'Intérieur, donc au sein du ministère, a créé il y a quelques temps un MOOC. C'est un MOOC qui dure 2 heures sur la sensibilisation à la crise cyber, qui est hébergé aujourd'hui sur le site d'ACIMA, cybermalveillance.gouv.fr. Ce MOOC a été réalisé pour tout simplement se poser les bonnes questions sur la manière dont je dois réagir dès lors que je suis confronté à une crise cyber. Donc ça n'apporte pas toutes les réponses aux questions, c'est en revanche qu'est-ce que je dois envisager pour réaliser ensuite ma planification et mon plan de continuité d'activité, voire mon plan de reprise d'activité. Donc c'est disponible aujourd'hui sur le site d'ACIMA. C'est quelque chose qui était plutôt dévolu à être à destination des entreprises. Et il y a une deuxième version qui arrivera d'ici quelques temps, qui elle aura vocation davantage à être orientée vers les collectivités territoriales. Donc en termes de préparation, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entreprises les utilisent, en tout cas utilisent la première version justement pour se préparer. Deuxième point sur lequel je voulais rebondir aussi, vous allez parler également de gestion de crise cyber avec les négociateurs de crise. Effectivement, la gendarmerie, elle a des négociateurs de crise. Donc vous avez ceux qui sont aujourd'hui au sein du GIGN. Et depuis quelques années, nous avons des négociateurs de crise qui sont délocalisés dans chacune des régions de gendarmerie. Donc ce sont des négociateurs qui vont typiquement intervenir sur un forcené. Un forcené, il y a une négociation à entreprendre. Ce n'est pas toujours le GIGN au niveau central qui le fait, ce sont nos négociateurs au niveau régional. Et depuis quelques temps aussi, eh bien, on a donné une composante supplémentaire à ces négociateurs, c'est la négociation de crise cyber. Et effectivement, dès lors qu'une entité, une collectivité, une entreprise a été victime d'une attaque cyber, systématiquement, je reviendrai ensuite sur nos moyens côté gendarmerie, mais systématiquement, sur du haut du spectre, on engage des négociateurs. Et oui, il ne faut absolument pas que la négociation se fasse exclusivement avec un partenaire privé, très souvent les assurances, parce que l'objectif de l'assurance, c'est de faire diminuer le montant de la rançon quand on est face à une attaque par rançon logicielle. Mais les gendarmes, leur objectif, c'est de mener l'enquête, de faire des investigations et de trouver dans le cadre de la négociation des éléments qui seront utiles à l'identification de l'auteur. Donc en tout cas, ne jamais le faire seul. Et ça, c'est vrai que c'est un élément important en termes de message à faire passer, c'est majeur. Et puis peut-être troisième réaction, c'est finalement l'esprit très collectif. C'est-à-dire qu'on a besoin d'agir de manière collective et pas de manière individuelle. Et j'ai un exemple qui est un exemple territorial qui est lié au numérique, pas directement au cyber, mais je pense qu'il ne faut pas le reproduire pour le cyber. C'est la vidéoprotection. Sur tous mes commandements territoriaux depuis des années, les gendarmes appuient notamment les maires, les présidents de collectivités territoriales, dès lors qu'ils souhaitent mettre en place un système de vidéoprotection sur leur commune ou sur leur collectivité. Les gendarmes arrivent parce qu'ils ont une connaissance des systèmes, ils ont une connaissance des axes et on peut les conseiller sur l'emplacement des différentes caméras.
Les maires ensuite vont trouver des financements, vont trouver un support juridique pour pouvoir acheter. Et puis au bout de 6 mois, vous allez avoir dans la commune un cambriolage. On a besoin d'accéder à des images pour récupérer une plaque d'immatriculation. On effectue une réquisition pour pouvoir récupérer les éléments. Et on se rend compte qu'au bout de 6 mois, la caméra ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a bénéficié d'une subvention, on a acheté du matériel, mais on n'a pas le maintien en condition opérationnelle. Donc au bout de 6 mois, c'est tombé, c'est cassé, mais on ne peut plus réparer. Il ne faut pas que dans le cyber, on fasse la même chose. Et effectivement, je pense que ça, c'est un sujet en termes de stratégie. Et là, typiquement, je sais que les campus et le campus national réfléchit à ce genre de choses. C'est faire en sorte qu'on puisse avoir quelque chose qui permette de durer dans le temps et qui soit efficace. Alors, il y a des initiatives aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de le voir dans le département de la Côte d'Or, avec notamment des propositions qui sont faites au niveau du conseil départemental, d'avoir des boîtiers de sécurisation, une capacité aussi à offrir du stockage, une capacité aussi à offrir un système de messagerie, et non plus pour les communes des adresses en gmail.com, mais des adresses aussi en codeur. Alors, ça peut paraître juste cosmétique, mais il n'y a pas que l'aspect cosmétique, il y a l'aspect hébergement et sécurisation, et je pense que ça, c'est aussi un point intéressant pour l'avenir. Voilà, c'était juste les quelques éléments de réflexion suite à ce que vous avez évoqué. Alors, pour la région de gendarmerie, j'ai pris le commandement assez récemment, puisque ça fait quelques mois maintenant, et je vais vraiment partir d'un constat. C'est-à-dire qu'il est de coutume, quand vous arrivez dans un commandement, de prendre attache avec vos différents partenaires pour des visites de courtoisie, partenaires publics, privés, l'écosystème économique. Et systématiquement, il n'y a pas une seule fois où le sujet cyber n'a pas été évoqué avec l'un des partenaires. Le dernier commandement territorial que j'ai pris, c'était en 2018. J'avais effectué aussi des visites de courtoisie de même nature, et jamais le sujet cyber n'a été évoqué. Donc quelque part, c'est quelque chose qui peut paraître rassurant, parce qu'il y a quelque part une certaine prise de conscience en la matière, mais d'un autre côté, c'est quand même inquiétant, parce que dès lors qu'on gratte un petit peu et qu'on pose les questions, on voit que la marche est particulièrement haute pour arriver à un niveau de maturité cyber, soit dans des entités privées, soit dans des entités publiques. À titre d'exemple, quand on évoque le 17 cyber, c'est pas connu. Quand on évoque les centres de réponse à incidents dans les régions, c'est pas connu. Quand on évoque les diagnostics, j'y viendrai ensuite, cyber que nous pouvons proposer, ce n'est pas connu. Je ne vous parle pas des plateformes Pharos, Thésée, Perceval, Plainte en ligne. Alors là, évidemment, tout le monde est perdu. Donc on a vraiment beaucoup de pédagogie à faire encore aujourd'hui, au niveau national complet, y compris dans les territoires, et surtout dans les territoires, justement pour faire connaître ces différents dispositifs. Et ce que j'avais pu observer quand j'étais en centrale, c'est-à-dire cette multitude d'attaques qu'on pouvait voir, et beaucoup sur le secteur parisien, ces attaques cyber aujourd'hui dans le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, je les vois aussi. Les attaques par DDoS, ce n'est pas uniquement les grands groupes industriels, c'est dans les territoires. Donc les attaques, enfin je dis DDoS, mais les attaques par rançongiciel, les fuites de données sans forcément le chiffrement, les attaques DDoS, les fraudes aux faux présidents, ça touche des toutes petites entités, ça touche des collectivités territoriales aujourd'hui, alors que ce n'était pas forcément le cas il y a quelques temps, c'était plutôt les entreprises, ça touche vraiment tout le monde. Donc il y a une vraie réalité aujourd'hui en termes de cyber de manière complètement globale, y compris tout ce qui concerne les usagers, les individus. Donc pour tout ça, et d'ailleurs, tout à l'heure, juste pour l'anecdote, mais je passais sur le stand du ministère de l'Intérieur, je regardais le dernier rapport sur l'état de la menace qui a été publié, et en le feuilletant, il y a un chiffre dans l'infographie que j'ai retenu, c'est que l'évolution du nombre de faits cyber qui ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie sur les 5 dernières années a augmenté de 87%. Donc ça, c'est pas le territoire Bourgogne-Franche-Comté, c'est la globalité, mais ça montre quand même l'ampleur du phénomène. Alors maintenant, le rôle de la gendarmerie, hein, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut aider justement dans le cadre du collectif. 2 actions. La première, c'est l'action de la prévention. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on est vraiment accompagnant en la matière. C'est notre ADN hein, d'être au contact hein, aussi, hein, c'est vraiment dans tous les domaines et pas uniquement dans le domaine cyber. Et en 2021, la gendarmerie, c'était justement avec l'aide d'ACIMA, hein, cybermalliance.gouv.fr, avait créé un diagnostic qui s'appelle Immunité cyber, un autodiagnostic avec 10 questions, des questions de bon sens. La gendarmerie a souhaité aller plus loin en 2022 en créant un pré-diagnostic qui s'appelle Diagonale, plus ambitieux, globalement 70 questions, là aussi des questions de bon sens, mais qui permettent de mesurer un niveau de maturité cyber. En gros, des questions pendant 2 heures, mais on ne va pas sur les machines pour regarder. Ce n'est pas le métier des gendarmes d'aller sur les machines, ce ne sont pas des spécialistes en la matière. Et puis en 2024-2025, nous avons travaillé avec l'ANSSI
Et avec l'ANSSI, on a décidé d'avoir un produit qui est un produit commun qui s'appelle Mon Aide Cyber. Et aujourd'hui, les gendarmes sur le terrain utilisent Mon Aide Cyber. Donc c'est ce que nous pouvons faire, nous, aujourd'hui. Quelle est la cible? Eh bien, la cible, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, globalement, sur les entités qui seront régulées dans le cadre de NIS 2, on va avoir à peu près 15 000, à la fois des entreprises, PME, ETI et également des collectivités territoriales. Si je prends que les communes en France, c'est 36 000. Donc on voit qu'il y a tout un tas d'entités qui, elles, ne seront pas régulées, des TPE, des PME, des ETI, évidemment des petites communes et tout un tas de collectivités. Donc la cible pour nous, c'est celle-là. Et donc, qui va le faire? Eh bien, parmi nos gendarmes, alors on a l'habitude de dire qu'au niveau national, on a 10 000 cybergendarmes en gendarmerie. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, j'en ai à peu près 600, un petit peu moins. Alors, c'est quoi un cybergendarme? Ce sont des niveaux de compétences qui sont très différents. La grande majorité d'entre eux, ce sont des gens qui sont directement dans les unités de gendarmerie, des brigades territoriales, c'est la grande majorité. Ce sont des gens qui ont une culture, une introduction aux cybermenaces et qui sont régulièrement recyclés. Mais ce sont des gens qui, au quotidien, vont faire les missions de police judiciaire, les missions d'ordre public, les missions de sécurité publique, enfin bref, tout le panel des missions de la gendarmerie. Mais dans leur brigade territoriale, ils ont 3 missions. Une première, c'est de pouvoir accueillir correctement des gens qui sont victimes d'une attaque cyber, parce que en fait, c'est compliqué de comprendre. Donc si on n'a pas quelqu'un qui est acculturé, c'est quand même compliqué. Et il faut qu'il donne cette culture à l'ensemble des gendarmes qui est dans la brigade. La deuxième mission, c'est de pouvoir assurer les premiers actes forensiques, sur des manipulations qui sont assez simples, notamment sur des supports numériques qui ont été saisis, des téléphones par exemple, où vous avez quelqu'un qui est collaboratif, qui va vous donner son code. Eh bien, l'extraction, c'est le gendarme qui va le faire dans l'unité territoriale. Et la troisième mission, eh bien, c'est justement celle de pouvoir faire des prédiagnostics au profit des entités qui sont directement sur son territoire. Là aussi, ça dure globalement 2 heures, comme on le faisait auparavant avec Diagonal. On pose les questions et on en profite aussi pour faire de la sensibilisation des membres de la collectivité, sensibilisation des personnes de l'entreprise. Ça nous permet aussi de rappeler quelles sont les entités qui peuvent aider, parce qu'une fois qu'on a fait un constat, c'est « and so what ?» Qu'est-ce qu'on fait après? Et donc nous, on redirige vers les centres de réponse à incidents, on redirige vers ACIMA, ACIMA ayant un certain nombre d'entités dans les territoires qui sont labellisées, vers lesquelles les entités peuvent se retourner ensuite, alors via des prestations payantes, ce sera différent, mais qui pourront vraiment les aider à se mettre à un niveau de maturité, voire à faire des vrais audits sur les systèmes d'information. Et puis vous avez les campus qui recensent aussi sur le territoire des entreprises qui sont de la même nature, ils peuvent les aider. Donc ça, c'est vraiment notre rôle de notre côté. Et puis notre deuxième grande mission dans les territoires pour la gendarmerie, ce sont les investigations. C'est-à-dire que dès lors que l'attaque est arrivée, comment est-ce qu'on peut aider? En fait, notre principe, c'est de se dire qu'en gendarmerie, le sujet cyber, ce n'est pas uniquement au niveau central. Et ce n'est pas au niveau central uniquement qu'on a les compétences. On a besoin d'offrir un service dès lors qu'on est victime, partout de même qualité sur l'ensemble du territoire national. Et c'est la raison pour laquelle notre directeur général, nos 2 derniers directeurs généraux, ont décidé de mettre en place un plan qu'on appelle le plan Ambition Cyber. Et pour faire simple, on multiplie par 3 nos spécialistes en matière cyber en gendarmerie. Un peu plus, puisqu'on passe de 300 spécialistes, donc des gens qui sont à temps plein sur le sujet cyber, à 1000 à l'horizon de 2030. Donc 2030, c'est demain. D'ailleurs, je vois beaucoup de jeunes qui sont présents ici, donc je profite pour lancer un appel. On offre énormément d'opportunités en gendarmerie dans des domaines scientifiques, techniques, juridiques et qui sont liés au cyber. Donc soyez curieux, voyez ce qu'on fait. Mais en tout cas, il y a beaucoup de postes pour vous dans différents domaines, soit en tant que militaire, soit en tant que civil. Je ferme la parenthèse. Et donc sur ces aspects-là, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir vraiment vous appuyer. Et je fais le lien avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, notamment Euratechnologie, c'est que nos spécialistes sont formés, notamment ici, au sein du centre de formation cyber. Alors, il n'y a pas que le centre de formation cyber, parce qu'il y a une partie très technique qui est faite ici. Il y a d'autres centres avec la formation spécifique à la police judiciaire. Et parce qu'on a besoin d'un bagage technique aussi, il y a une partie de la formation qui est réalisée dans des écoles d'ingénieurs. Donc, c'est vraiment la somme de l'ensemble des compétences qui fait qu'on a des produits qui sont des produits vraiment spécifiques par rapport à notre métier. Un petit exemple aussi très concret du cyber dans les territoires. Quand on forme nos gendarmes, ceux que je viens d'évoquer tout à l'heure, on connaît vraiment sur de la formation qui est la formation initiale. Le centre de formation cyber forme aussi sur de la formation continue. On y forme notamment nos ESP, les enquêteurs sous pseudonyme. Les enquêteurs sous pseudonyme, la gendarmerie a choisi l'année passée, à partir d'octobre, d'en positionner partout sur le territoire, y compris jusqu'au niveau des brigades de gendarmerie.
Donc l'enquête sous pseudonyme, je pense que vous voyez les uns les autres ce que ça veut dire. Ce n'est pas de la cyber-infiltration, mais en tout cas ça permet de rentrer en contact avec des personnes qui sont potentiellement malveillantes. Et on a réalisé sur la Bourgogne-Franche-Comté il y a 2 semaines une opération régionale d'enquête sous pseudonyme, où j'avais 41 enquêteurs qui ont été engagés. Et sur une semaine, après une préparation en amont, évidemment, sur différents dossiers qui pourraient être intéressants, on a abouti à 33 gardes à vue. Les 2 tiers d'entre elles étaient liées à des trafics en tout genre, beaucoup de trafics de stupéfiants. Vous aviez de la pédopornographie, enfin tout un tas de choses très diverses. Et ça aboutit à des détentions provisoires et à des convocations par la suite devant les tribunaux. Donc ça aussi, ce sont des choses que l'on met en place dans les territoires. Et également, si je pouvais vous donner un dernier exemple sur l'aspect cyber et territoire, on parle beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui. Et les crypto-monnaies sont très utilisées, notamment par l'adversaire. Ce n'est pas utilisé exclusivement dans le haut du spectre. Aujourd'hui, on peut faire des transactions pour acheter ces petites quantités de produits stupéfiants directement avec des crypto-monnaies. Et donc ça, c'est une compétence qu'on doit avoir dans les territoires. Et on forme aussi, au sein, encore une fois, du centre de formation cyber qui est positionné à Lille, des spécialistes fintech, donc à la fois financiers et techniques, qui sont en mesure d'effectuer de la traçabilité de crypto et qui sont également en mesure de pouvoir faire de la saisie de crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on a une capacité avec le ministère de la Justice à faire de la saisie, à les positionner sur des wallets qui sont des wallets du ministère de la Justice au sein de l'AGRASC. Et donc, ça fait partie aussi des avoirs criminels. Et ça, ce n'est pas uniquement central. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont formés dans les régions qui sont en mesure de pouvoir le faire. Et je terminerai en disant que vous avez pu peut-être tout à l'heure voir des démonstrations. Il y a notamment une démonstration d'un e-dog. Donc, c'est quand même très particulier, hein, la capacité avec un chien à pouvoir détecter un certain nombre de composants numériques. Ça a été fait sur l'estrade tout à l'heure. Eh bien, le maître chien qui a fait la démonstration, c'est un maître chien qui commande mon GIC, donc mon groupement d'instruction, d'investigation cynophile, et le GIC qui est à Dijon. Donc, vous voyez, c'était un militaire qui est un militaire des territoires et qui est utilisé potentiellement sur le territoire national, mais qui est beaucoup utilisé aussi sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour résumer, une prise de conscience, mais on est quand même très loin du résultat, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans les territoires. Et pour la gendarmerie, nous prenons toute notre part en matière de prévention, et aussi, on a une vraie ambition, l'ambition de nos chefs, en matière de compétences pour mener les investigations judiciaires au plus proche de ceux qui sont victimes dans ces mêmes territoires. Bien, merci pour cette intervention qui vous montre bien effectivement l'interconnexion publique-privée, l'implantation sur le territoire. On n'est pas en territoire d'occupation, on est un territoire où justement on crée des liens avec tout l'environnement. Et cette table ronde que nous devons malheureusement interrompre parce que nous avons déjà largement dépassé le temps, mais ça montre que le sujet lui-même était absolument passionnant. Elle nous montre bien que finalement, tout ce qui est lié à la transformation ou à la métamorphose cybernétique, comme je l'appelle, c'est pas quelque chose qui se crée loin, en haut, loin de chez nous, mais que tous les citoyens sont des acteurs, quelle que soit leur place dans un territoire. Et c'est peut-être au niveau des territoires, en partant par le bas, qu'on arrivera à vraiment créer vraiment une résilience sociétale forte, alors que je ne crois pas à la résilience que l'on décrète un matin en disant article 1er, nous serons résilients, article 2, s'ils n'avaient pas compris, c'est l'article 1er qu'ils appliquent. Et donc, merci à vous 6, je crois qu'on peut les applaudir et les remercier. Merci à vous qui venez de Nantes, vous êtes régional, Paris, la Bourgogne-Franche-Comté, Paris, non? À Lyon. Ah bah, de Lyon, donc, et puis de la Melle, voilà. En tout cas, merci et à l'année prochaine, pour celles et ceux d'entre vous qui reviendront, on reparlera des territoires. Et bonne chance pour nos jeunes.